Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mac. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno de Les Affaires Brassicole. Comment ça va? J'espère que vous pouvez bien. Bienvenue à notre premier épisode avec Inomalt. Comme vous savez, Baron Mac, cette année, nous autres, on prépare une série de dossiers avec des brasseries, des brasseurs qui travaillent avec Inomalt, avec le produit. Comme vous savez, Inomalt, c'est du malt québécois. Ils sont à Sherbrooke. Ils sont à Bécancour maintenant, avec une belle usine qu'on a été visiter, nous autres. Puis, bien sûr, le but est tout le temps de faire du malt de qualité. Puis, bien sûr, si vous avez des questions, allez sur leur site web, on va mettre toute l'information là-dessus. Puis, on va laisser une série qui commence tranquillement à découvrir ce qui se passe dans l'univers d'Inomalt. Aujourd'hui, notre première entrevue qu'on fait, c'est avec Éric Noël, qui est de la version en chef de la Mainfré. Si vous ne connaissez pas Mainfré, c'est à Magog, restaurant, une fabrique, des très bons produits, tout le temps des produits de qualité, puis bien sûr des produits faits au Québec. C'est ça ce qu'ils ont tout le temps voulu faire avec ça. Puis le but tout le temps, c'est bien sûr de faire un peu d'expérimentation. Je vais aller goûter quelques affaires chez eux, des affaires d'ici d'ailleurs. Mais le but tout le temps, c'est essayer le plus possible de voir des produits québécois. Puis comme vous savez, quand on utilise du malt, c'est important d'avoir du bon malt parce que c'est pas mal ton backbone de ce que tu fais dans ta bière. C'est difficile à cacher comme produit, tout ça. So, maintenant, on est ici, puis on va commencer notre série. Si vous avez des questions, leonardo@baronmac.com pour parler de ce qui s'en vient. Number one, Éric Noël, comment ça va? Ça va très bien, toi, Léo? Pas pire, Noël s'en vient. Jeu de mots, mot de jeu, bien sûr. Ouais, je suis habitué. C'est pas la première fois que je la fais. Toi, comment ça va, toi, avec, tu sais, écoute, je suis allé à la Mainfré il n'y a pas longtemps te voir. Ouais. La fabrique, bien sûr, vous avez plein de nouveaux produits. J'écoute des bonnes affaires de chez vous, comme toujours. Puis, bien sûr, vous autres, vous êtes dans un moment où, tu sais, il faut sortir du lot, comme tous les brassiers, bien sûr. Puis, bien sûr, essayer de découvrir ce qui se passe ailleurs. Euh, Nous autres, comme vous savez, notre série, nous autres, sur le malt. C'est une nouvelle série qu'on commence avec Inomalt pour comprendre ce que vous faites. Mais avant de parler de votre travail avec Inomalt, tout ça, j'aimerais comprendre un petit peu quelle sorte de brasseur que tu es, toi. Parce que tu es un gros pedigree, tu es un gars qui voyage beaucoup. Je sais que tu vas beaucoup en Amérique latine, tout comme ça. Tu as fait des bières au Mexique, un peu partout. C'est quoi ton pedigree comme brasseur? Ben, effectivement, moi, j'ai toujours aimé voyager, j'ai toujours aimé les cultures, les langues. Puis, il ne faut pas oublier que moi, j'ai quand même travaillé, ça fait 18 ans, je suis brasseur en chef à Mainfré, mais j'ai travaillé dans une cuisine de restaurants puis d'hôtels un peu partout pendant 16 ans avant ça. OK. Fait que mon background dans les cuisines, je pense, au niveau du palais, au niveau du goût, ça m'a appris à aimer produire des bières équilibrées. Et puis, autant quand je travaillais dans la cuisine, la notion de terroir, c'était super important en cuisine. Ben, je pense qu'il faut que ça soit aussi important dans les produits brassicoles, dans les bières. Donc, nous autres, on est sur le sujet d'Inomalt. La minute qu'on a eu vent qu'il y avait une malterie qui ouvrait, on est à Magog, c'est à Sherbrooke, c'est à 30 km, c'est à côté. Là. Aussitôt qu'on a eu vent qui était pour avoir une malterie qui était pour ouvrir dans la région avec du malt 100% québécois, ben nous autres, on a sauté sur l'opportunité pour les aider à démarrer. On a fait beaucoup d'échanges, beaucoup d'ajustements. Nous, on a graduellement incorporé de plus en plus des produits de Inomalt. Et puis, au fur et à mesure, on était très satisfaits des résultats. Fait que nous autres, ça nous a poussé à vraiment en incorporer de plus en plus, voire même plusieurs recettes exclusivement du malt de Inomalt. OK, que ça va vraiment travailler avec le maximum possible. Ouais. Excellent. Toi, tu es plus un brasseur technique ou plus, disons, quelqu'un qui fait avec le gut, disons? Ouais, je dirais pas trop scientifique. Vraiment pas mal plus. Moi, c'est, comme je te dis, moi, c'est le goût, puis l'équilibre, la finesse dans les produits. Et puis, moi, j'y vais vraiment par instinct. Pas oublier que j'ai commencé brasseur maison, là. Tu sais, j'étais à mi-cinquantaine maintenant, j'ai commencé à 17 ans à brasser maison. Puis en voyageant plusieurs fois en Europe,
Ben, d'ailleurs, les premiers voyages en Europe, moi, c'est ce qui m'a donné le goût de brasser de la bière. Parce OK. que, tu sais, à l'époque, on parle, là, mettons, fin des années 80, début 90, c'était pas fort fort le paysage brassicole au Québec, là. Fait que tu débarques en Europe, puis tu te dis, waouh, OK, je pense que je veux ramener quelque chose d'ici, chez nous, tu sais. Mais t'es allé quoi? T'es allé en Allemagne puis en Belgique pas mal visiter parce que. Aller en Angleterre, oui, en Belgique, en France, en Espagne, en Allemagne, puis aussi en Amérique latine aussi. Bon, là, tu sais, l'Amérique latine, on pense bière de soif, on pense il fait beau, il fait chaud, mais tu sais, présentement, tu parlais tantôt, j'arrive récemment du Mexique, et puis moi, je pense actuellement qu'est-ce qui se passe au Mexique, c'est un petit peu comme au Québec il y a une douzaine d'années, 12, 15 ans. C'est OK. en pleine évolution, en pleine effervescence. C'est vraiment intéressant de voir comment la scène brassicole artisanale s'exprime à différents moments, à différentes intensités, dépendant où est-ce que tu es sur le globe. Mais moi, j'ai eu la chance de goûter à beaucoup de comme des bières mexicaines, pas mexicaines, colombiennes, Ouais. qui étaient faites avec des barils de rhum, à cause que la boîte là-bas. J'ai bu deux, trois bières du Pérou, du Chili, puis la Bolivie avec des barils de pisco. Mhm. C'est sûr que ça fait différent, puis ça fait des montages intéressants avec de ça. Puis c'est sûr que moi, je connais pas mal ça. J'ai pas mal grandi dans ce coin-là, puis en Europe aussi. Moi, je me rappelle quand j'étais en Espagne, la bière de microbrasserie, c'était pas si fort. Il y avait comme deux, trois microbrasseries qui faisaient un peu de bière noire, puis quelques blondes, puis on avait Ah ouais. comme, tu savais, des grosses compagnies, tu sais, comme Galicia qui était là-dessus, on avait ça, Estrella, tout fort, ça. Mais il y avait comme dans les villages, il y avait beaucoup de ça. Puis oui, comme, où j'ai découvert beaucoup de bières Amérique latine, c'est beaucoup le Brésil. Au Brésil, Ouais. t'as Ouais, ouais, c'est un des- immense producteur, le Brésil. Ouais, ouais, ouais. Il travaille beaucoup avec des fruits, entre autres, là-bas. ouais. Naturellement. En Espagne, c'est intéressant que tu en parles aussi parce que, effectivement, la crise économique en 2008, là, en Espagne, là, ça a vraiment donné naissance à un boom, hein. Tout particulièrement en Catalogne. Moi, j'y étais en Catalogne pas longtemps après ça. Et puis, les Catalans sont très fiers, sont très nationalistes, sont très achat local. Et puis, c'est une des régions les plus dynamiques d'Europe en 2008 pour se relever après la crise économique. Ce qui s'est passé en Catalogne, ils ont eu l'appui de la population, ils ont eu l'appui des amateurs de bonne bière. Puis il y a d'excellentes, excellentes microbrasseries qui ont poussé depuis ce temps-là, là. Moi, mes premières bières européennes, ça a été les Pays Basques en Euskadi. Ce qui est Bilbao, ça, si tu veux des Ouais. nationalistes, c'est vraiment plus nationaliste là-bas, hein. Puis eux autres, c'est la première bière noire, je pense, c'est une bière de Bilbao que j'ai bu dans ce coin-là. Puis ce sont encore, il y en a beaucoup qui sont des vieilles brassées. Je ne sais pas s'ils existent encore, mais je pense que ma première bière, ça de microbrasserie européenne, ça a été dans ce coin-là. Britannique, ça a été très lourd. Avant que je trouve, ça a été très lent. Puis aux Pays-Bas. Ouais, ouais, J'étais aux ouais. Pays-Bas, j'en ai découvert, puis deux bières en Italie quand je suis allé visiter l'Italie là. Ouais, l'Italie, il y a de quoi qui se passe là-bas aussi. J'ai des bons amis brasseurs en Italie. Puis d'ailleurs, probablement qu'on va aller faire un tour l'automne prochain. Un gros festival de bière à Rome, là, ça tombe au mois d'octobre, là. Il y a une possibilité que peut-être, là, en exclusivité, là, mais il y a peut-être une possibilité que quelques micros du Québec, des cantons de l'Est, on se ramasse là-bas. Moi, j'ai comme feeling que Paolo va aller là-bas, c'est sûr. Bon. La tête, c'est sûr qui court par là, Paolo de Emporium, c'est sûr, man. Ah, Mais écoute, l'importance du malt québécois, tu sais, c'est comme, tu sais, le monde parle beaucoup d'achat local, tout ça, la mise en place de produits comme ça, tu sais, le monde veut de la bière québécoise, veut des produits ici, puis bien sûr, la qualité a pris son temps, mais la qualité existe, c'est ça. Pour le monde qui veut connaître un peu plus disons, le malt québécois, c'est la différence entre le malt d'ici ou d'ailleurs, ou le malt qui est utilisé avec le malt. C'est quoi la conception que le monde se fait sur le malt québécois? Puis tu peux dire non, c'est du malt qu'on peut utiliser ici pour nos bières d'ici. je pense que, comme je te dis, moi, ça fait quand même plusieurs années que je suis dans le domaine. Puis, si je te parle à peine il y a 10 ans, OK? Il y a 10 ans, là, tu voulais brasser une bière 100% québécoise, là, ben, à l'aveugle, là, tu pouvais quasiment mettre 10 bières sur une table, là, puis à l'aveugle, là, tu pouvais dire ça, c'est du mal québécois, ça, c'est du mal québécois, ça, non, ça, non. Il y avait quelque chose qui se remarquait, là. C'était vraiment notable. Et puis, c'était pas tout le temps positif. Mais moi, je trouve que depuis 10 12 ans,
Les malteries québécoises ont fait des pas de géant. Et puis, ben, c'est sûr, avec la quantité de micros qu'on a au Québec maintenant, il y a eu beaucoup de beaux échanges, il y a eu beaucoup de recherche, de développement qui a eu lieu. Tu sais, un beau partenariat entre des malteries puis des brasseries. Puis je pense que c'est beaucoup ce travail-là, cet acharnement à vouloir développer des produits brassicoles québécois de qualité que les yeux fermés, là, quasiment aujourd'hui, là, tu peux switcher. Tu peux prendre une recette existante que tu brasses depuis des années, que ce soit avec du malt canadien, du malt américain, tchèque, allemand, peu importe. Et puis, tu peux presque faire le switch et puis tu seras très, très satisfait du résultat et tes clients aussi. Comment on fait pour faire le switch entre le malt québécois, disons le malt que le monde achète souvent, qui vient de l'Est ou américain, vers le québécois? Est-ce qu'il y a un travail que tu dois faire à l'analyse de ça? Parce que tu sais que la grosse affaire quand je parle au brasseur, c'est comme, tu sais, on parle du backbone de la bière souvent, c'est quand on parle Ben des ouais. maltes. Puis souvent, c'est comme comment on fait le switch. Est-ce que toi, tu as commencé, je sais que tu avais commencé depuis longtemps, toi, mais comment tu fais pour travailler la mise en place de tranquillement aller vers le mal qu'on connaît, qu'on est habitué, vers le mal québécois? Ben, je pense qu'il y a peut-être deux choses que tu peux faire. C'est si on parle de modifier les grains dans une recette existante, je pense qu'il faut y aller avec précaution, puis il faut y aller graduellement. La minute, tu peux commencer par mettre 10, 20, 30 d'un grain québécois dans une recette existante. Et puis, si tu es satisfait du résultat, continue. Continue. Puis si tu y vas graduellement, je pense autant toi que ta clientèle va finir par s'habituer. Puis, mais comme je dis, avec la qualité des grains qu'on a maintenant, qui sont bien modifiés, puis tout ça, puis les procédés de maltage qui sont maîtrisés, il n'y a pas vraiment, il y a plus vraiment de raison de ne pas faire le switch, justement. L'autre affaire, c'est que si tu fais une nouvelle recette, ben à ce moment-là, une recette que tu fais, tu sais, une bière saisonnière que tu vas faire one shot une fois, ben, en plus, si toi, tu as un point de vente comme un pub ou un restaurant, comme c'est le cas pour nous autres, ben, c'est vraiment un excellent laboratoire parce que tu peux développer une nouvelle recette que tu n'as jamais faite. Puis là, du jour au lendemain, là, tu mets 100% du malt québécois dedans. Puis là, tu peux avoir le feedback direct. Ben, premièrement, toi, tu es capable d'apprécier le résultat, mais tu as ta clientèle qui est dans ton commerce, qui, eux, vont te donner du feedback directement. C'est un peu plus facile des fois, ça, que, je ne sais pas, distribuer un produit en canette sur des tablettes, puis là, faire la tournée après, puis dire, ah, puis qu'est-ce que vous pensez? Ah, ben là, tu sais, le gars qui travaille au dépanneur, il va dire, ah oui, je pense que le monde aime ça, ça se vend bien, mais tu sais, tu n'as pas rien à comparer avec. Tandis que si je sais pas, nous autres, on a 14 lignes au pub à Magog. Bon, ben, tu sais, tu sais, au début, quand on a commencé à incorporer du malt québécois, ben, c'était pas les 14 lignes qui avaient du malt québécois. Mais là, maintenant, moi, je dirais qu'il y a à peu près presque trois quarts des bières qu'on a sur notre line-up, c'est du malt québécois. Peut-être pas toutes à 100 mais il y a plusieurs recettes maintenant qu'on travaille 100 avec du malt particulièrement de Inomalt, mais pas seulement, avec aussi, il y a des grains spécialités de malt brou qu'on aime beaucoup. Là, on est en train de parler, entre autres, avec Cola Flamme, là, qui vont réouvrir bientôt. Eux vont avoir des beaux nouveaux produits aussi disponibles. Fait que, non, non, c'est... Heureusement, il y a encore une certaine vitalité, tout ça, dans les malteries au Québec. Malheureusement, ça ne semble pas être le cas dans le houblon, là, avec ce qu'on a vu dans la Ouais. dernière année. Mais je m'explique mal pourquoi que ça a l'air de bien aller dans le mal, mais que dans le houblon, il y en a qui en arrachent un peu. Mais tout ça pour dire que, tu sais, comme le mouvement brassicole artisanal au Québec est en évolution, est en période. Ouais, il y a on traverse une petite tempête là, quand même, il ne faut pas se le cacher. Mais en tout cas, côté Malte, ça semble bien se porter. Puis c'est pas la qualité est au rendez-vous. De plus en plus de variétés aussi. Pendant un bout de temps, c'était sensiblement des grains de base qui étaient disponibles. On commence à avoir des grains de spécialité vraiment, vraiment, vraiment intéressants. Puis ça, ben, pour un brasseur, c'est une palette excellente parce que tu as accès à presque tous les styles de Malte, puis c'est 100% québécois.
Puis il n'y a rien de mieux pour se démarquer du lot quand tu es une microbrasserie québécoise que de travailler avec des ingrédients québécois. Moi, des fois, en voyage, je me désole un peu. C'est que, tu sais, tu peux aller dans un brew pub, que ce soit au Mexique, que ce soit en Belgique, dans une nouvelle microbrasserie, que ce soit en Espagne, que ce soit peu importe. Puis le line-up de bière, souvent, est exactement le même. Tu vas regarder le menu, puis tu dis, OK, ils ont 12 lignes, la moitié, c'est des IPA, puis tu as une pastry stout, puis tu as ci, puis tu as ça. Ben, OK, ça c'est une chose, mais pour moi, c'est pas ça l'esprit d'être un brasseur artisanal. Il faut que tu sois un reflet de ta région, de ton terroir, d'où est-ce que tu viens. Il faut que si tu débarques dans un autre pays avec tes produits, il ne faut pas que ça goûte identique aux produits que tu vas trouver dans l'autre pays. Il faut qu'il y ait une touche locale. Et puis, ben ça, je pense, ça passe majoritairement, essentiellement par le choix des matières premières. Si tu as accès à des matières premières locales de qualité, ben, tu as pas mal tous les outils en main pour créer un produit distinct qui vient de ta région, qui représente ta région, sa culture, son agriculture, et puis ben, ce que les gens aiment boire aussi. Pour l'instant, qu'est-ce qui s'en vient avec vous autres cette année ou l'année prochaine avec du malt d'Inomalt? Ben, on a toujours on a beaucoup de bières barriquées, nous autres, qu'on fait Mhm. avec de fermentation mixte, avec des levures sauvages, tout ça. On a même commencé, nous autres, depuis bientôt 3 ans, des fermentations spontanées. Oh my Quand on God. fait des fermentations spontanées, c'est 100% malt québécois. Il n'y a rien de sorti encore. C'est en train de travailler dans des barriques, Ah, j'ai vu mais, ça, ouais. mais ça progresse vraiment, vraiment, vraiment bien. Et puis, pour moi, d'ici quelques temps, si on est en mesure de sortir une bière de fermentation spontanée, des grains qui viennent du Québec, les maltes forcément, les houblons qui sont québécois, et puis la levure qui vient de la région où est-ce que la fermentation a eu lieu, ben, c'est pas mal dur d'avoir plus terroir que ça, là, tu sais. Parce que tout vient d'ici, là, tu sais. Et puis, il y a ça qui s'en vient prochainement. Puis, il y a beaucoup de nos bières qu'on refait à chaque année en barrique, qui sont devenus, on a des clients qui sont habitués à ces produits-là. Ben, nous autres, graduellement, comme tous nos autres produits, on a graduellement fait le switch avec des maltes québécois, des ingrédients québécois. Et puis, donc, il y a de très beaux produits qui s'en viennent en 2025 qui sont pas mal exclusivement faits à base de maltes québécois. Et puis aussi, ben, si vous passez par Magog, on a tout le temps une belle sélection de bières en fût. Et puis, je peux vous dire que, grosso modo, là, près du 3/4 des bières qu'on a en fût à notre pub à Magog sont faites à base d'ingrédients québécois. Nice. Tu peux me parler un petit peu de ton projet? On se parlait avant, ton voyage en Europe avec Anguin, c'était intéressant au bout. Puis comment tu as amené cette bière-là aussi en Europe? Tu peux me parler un petit peu là-dessus? Oui, c'était il y a 2 ans et demi, nous autres, c'était une initiative de la MRC ici, à Memphrey-Magog. Dans le fond, c'était pour, comment ils appellent, couloir d'accélération pour les partenariats entre des entreprises ici, puis OK. de la région bruxelloise. Donc, ce qu'ils nous ont offert, nous autres, ils nous ont offert une formation technique dans une université brassicole à Bruxelles. C'était une formation d'une semaine. Et puis, on était là le week-end avant, puis le week-end d'après, il y avait des visites de brasserie là-dedans. On a visité Brasserie de la Seine, on a visité Cantillon, on a pu tisser des liens avec des brasseries de là-bas. Le voyage, en gros, on s'est ramassé, on était 12 brasseurs et brasseuses de 7 microbrasseries différentes des cantons de l'Est. Yeah. On était vraiment une délégation des cantons de l'Est. On s'est ramassé en Belgique. On a rencontré des brasseurs de là-bas. On a échangé. On a parlé de nos procédés. On a parlé des ingrédients. On a parlé de recettes. Et puis, au retour de ce voyage-là, la MRC, eux autres, vous allez pas, ben, qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que vous avez appris? Ben, on a eu l'occasion de passer du temps, presque une journée entière, avec Yvon Devatz, de Brasserie de la Seine, à Bruxelles. Puis lui, Yvan, c'est vraiment un des, je dirais, un des gourous des saisons. Lui, il capote sur les saisons et puis il a écrit des articles scientifiques sur qu'est-ce que c'est une saison, qu'est-ce que c'est pas. Donc, ça nous semblait logique de revenir de Belgique. Puis les 7 microbrasseries, on s'est unis, on a développé une recette forcément avec
des ingrédients 100% québécois. Le malt, c'était du malt de Inomalt, qu'ils nous ont gracieusement fourni pour la collab. Les houblons, c'était québécois aussi. La levure venait du labo à la Pocatière. On a brassé une saison qu'on a fait fermenter en foudre. Puis après ça, un vieillissement en barrique de vin rouge. On en a brassé une batch ici. 11 comtés en ont brassé une autre batch chez eux. Eux l'ont mis en canette, nous on l'a mis en fût. La bière a été distribuée, les fûts ont été distribués dans 7 microbrasseries participantes. Et puis, ben, moi, l'année suivante, quand je suis retourné en Belgique, j'ai pu ramener des canettes. Le résultat de ce voyage-là, le résultat de cette belle collab-là qu'on a faite. Et puis, ceux qui nous en avaient parlé, qui nous avaient parlé, à qui on avait jasé de saison, tout ça en Belgique, j'ai pu arriver avec des canettes, goûter à ça, dites-nous si on a bien fait nos devoirs. Et puis, ben, honnêtement, les réactions étaient ils étaient très, très, très satisfaits du résultat. Ils disaient, le seul problème, c'est que je pense que tu n'en as pas rapporté assez. C'est toujours comme ça. Ouais. Ouais. Mais écoute, Éric Noël, merci beaucoup pour ton temps. Comme tu dis, nous autres, on fait une série avec Inomal pour comprendre un petit peu le travail de ça. Bien sûr, on va suivre ton travail de plus en plus à mesure de ça, ce qui se passe dans l'année. Puis bien sûr, garde-nous en contact de tes nouveaux produits qui s'en viennent. C'est sûr que je vais retourner te voler quelques bouteilles parce que j'ai beaucoup aimé la bière que tu m'as donnée. C'est une bière avec des fruits de. Ouais. Maracuya. Maracuya, c'était vraiment bon, man. Je m'attendais pas à ça. Super. C'est intéressant, puis c'est essayé. Ça, merci beaucoup, Éric Noël. Puis écoute, si on ne se voit pas, joyeuse fête, bonne année pour 2025. Puis c'est sûr qu'on va se voir. C'est pas ici en voyage à travers l'Europe, peut-être même en Italie, peut-être, on ne sait pas. Ben, attends. Ben, joyeuse fête à toi aussi, Léo. Puis joyeuse fête à tout le monde qui nous écoute. Et puis, bonne année 2025. Excellent, merci beaucoup. OK. Encore, ici, c'est Leonardo Calcagno de Les Affaires Brassicoles, notre nouvelle série avec Inomalt. Comme vous savez, c'est du malt québécois fait à Sherbrooke puis à Bécancour. Comme vous savez, si vous avez besoin de quelque chose avec Inomalt, allez à inomalt.ca. Et bien sûr, on va continuer toute l'année à faire des entrevues avec des brasseurs d'ici. Bien sûr, peut-être des brasseurs ailleurs qui commencent à utiliser Inomalt. Merci beaucoup et à la prochaine.